La pauvreté mène inévitablement à l'addiction. C'est complètement faux. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'Action Laïque, Solde Insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, 7 thématiques seront analysées au travers du prisme de la précarité. Pour ce 13e et avant-dernier épisode de notre série, c'est à Arlon que nous donne rendez-vous Eric, ex-SDF et polytoxicomane abstinent. Au travers de son récit, Eric met en avant l'importance d'être vigilant face aux addictions, mais également face à la précarité grandissante de notre société. Un portrait de Mehdi Toukabri. Je m'appelle Eric, j'ai 59 ans, bientôt 60. Je vis à Arlon, je suis bénévole au Centre d'Action Laïque, au service de Rexer. La précarité, je connais pertinemment puisque j'y suis tombé 3 fois dans la rue. Donc à mon âge, ça fait une fois tous les 20 ans en moyenne. On va dire que je connais quand même un peu le milieu. La polytoxicomanie, je connais aussi. J'ai eu plusieurs problèmes d'addiction. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux, puisque j'ai été dans la rue sans être toxicomane, comme j'étais toxicomane en ayant mon domicile. Le problème, c'est que personnellement, en tout cas, je ne sais toujours pas ce qui m'a fait les déclics à chaque fois pour tomber dedans. Ce que je sais, c'est que, par exemple, les deux premières fois où j'ai eu les addictions, c'est une première fois à l'alcool, j'avais 17 ou 18 ans, j'étais encore à l'école. Donc, vie de famille normale, comme on dit, traditionnelle, etc. Et donc j'ai bien fini quand même par tomber dans l'alcool. Donc ce n'est pas une question de précarité. Et la deuxième addiction que j'ai eue, c'était une addiction à l'héroïne. J'avais entre 19 et 20 ans. Et j'étais toujours aux études aussi. Donc voilà, c'est pas un lien de causalité entre les deux. C'est vrai que j'ai eu, comme certains de mes collègues le disent, 17 vies et que j'ai 792 ans. Parce que j'ai été très très actif dans beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de trucs. C'est-à-dire que j'ai toujours... Jusqu'à 50 ans, en tout cas, j'ai toujours cumulé 2 boulots, ou presque toujours, puisque j'avais toujours soit un boulot comme chauffeur, soit un boulot en usine, ou des choses comme ça, sous contrat, et j'avais toujours une activité complémentaire. Donc j'étais patron de casse, j'ai été cascadeur, oui, pendant plusieurs saisons, j'ai fait une quinzaine de pays en Europe. J'ai eu du matériel, donc c'est ça que j'ai dit. Moi, mon parcours n'a jamais été très droit, il a surtout été un peu... c'est un peu l'inverse du courant continu, moi je fais un peu le courant alternatif, quoi. J'ai des très hauts et des très bas. Donc j'ai eu des très hauts où j'ai eu, je vais pas dire de l'opulence, des richesses à profusion, mais j'avais du matériel, j'avais des camions, j'ai eu des choses. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir de l'argent à cette époque-là, et je me suis quand même retrouvé, je vous le dis, 3 fois dans la rue. Donc ça n'a pas au nez de tout le monde, ça. Et c'est pas pour ça qu'on tombera forcément dans une addiction. On dit toujours, il y a pas de double condamnation, de choses comme ça. Si, de toute façon, quand on a été toxicomane, on est déjà dans une double condamnation. Puisque il est vrai que ça arrive fréquemment que des toxicomanes deviennent SDF parce qu'ils perdent un peu le fil de la vie, ils prennent moins soin de payer leurs factures, de faire des choses quand il faut, et du coup ils sont dans un engrenage qui fait que ça les entraîne vers le bas, et ils tombent vraiment dans le fin fond, et après il faut s'en sortir, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident, et du coup, on essaye d'être là pour aider les gens, quoi. Mais ça m'est arrivé à moi aussi, et c'est vrai que parfois, j'ai pas eu toujours facile de m'en sortir. Encore actuellement, j'ai toujours des dossiers qui reviennent, des anciens dossiers judiciaires qui reviennent à la charge. Et donc, en fait, on est condamné déjà par le fait que, comme je vous dis, on n'est jamais un ex, on est un abstinent, parce que c'est un combat de toute une vie. De combattre une addiction. Parce que comme on a déjà eu la connaissance et le contact du produit, on aurait toujours tendance à avoir ce petit déclic d'y retourner. Mais c'est pour ça, il faut combattre en permanence pour lutter contre cette envie. Quand on est toxicomane, simplement ce qu'il y a, c'est que bien souvent, on néglige tout ce qu'il y a autour. Donc aussi bien sa personnalité que le fait de se sentir
citoyen du coup, puisque on se néglige, on se sous-estime, on ne s'estime même des fois plus du tout, et du coup, quand on ne s'estime plus, qu'on ne se sent plus soi-même, on ne se sent pas citoyen, puisqu'on perd l'envie du combat et de toutes ces choses-là. Après, il faut un déclic, il faut relancer la machine et il faut redémarrer tout ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je dis, on n'est jamais un ex, on est un abstinent et c'est un combat de tous les jours. Je pense que, gentiment, on pourrait dire que je suis un peu un anarchiste socialiste, puisque j'ai quand même des idées assez révolutionnaires, mais toujours pour quand même essayer de faire le bien pour les gens, quoi. Par rapport à l'expérience, à mon expérience personnelle, pas l'expérience du point de vue diplôme, parce que ça, j'ai pas grand-chose comme diplôme, mais j'ai quand même mon expérience, mon vécu. Et je pense qu'en étant plus proche, on va dire, du milieu de la précarité, du milieu de la toxicomanie, en ayant fait partie, je suis un peu en quelque sorte une porte ouverte au contact entre les associations, les différentes aides possibles pour les gens et les gens eux-mêmes, puisqu'il y a déjà un certain climat de confiance qui existe entre eux et moi, du fait qu'on a connu un peu les mêmes galères dans les mêmes moments, quoi. Je donne mon temps, je donne mon expérience, c'est justement pour essayer d'aider les gens à se conscientiser des dangers, des risques, et peut-être leur éviter de tomber dans les mêmes travers que moi j'y suis allé, quoi. En général, voilà, le matin je me lève, bien souvent je viens au relais, au centre d'action laïque, donc ici à Arlon, soit parce que j'y suis de permanence, soit pour venir faire un peu d'assistance avec un ou l'autre s'il y a quelqu'un qui a des questions, soit pour moi faire une ou l'autre démarche, ou alors je vais bien souvent aussi à l'accueil de jour, et toujours dans la même optique pour rencontrer les gens, pour me sentir utile. Ça m'aide c'est ça que je dis, ça m'aide à me reconstruire, le fait de me sentir utile. Du coup, je me sens considéré quelque part, et ça permet la reconstruction. Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez de la tendresse pour vous ? Pas assez. Ça, je peux être franc, pas assez. Je m'occupe pas assez de moi. Je vais pas dire que je m'occupe trop des autres, mais je vais dire si dans la proportion, je m'occupe trop des autres pour ce que je me néglige moi. Je prends pas toujours du temps pour moi. C'est pas que j'ai pas toujours le temps, c'est que par rapport à ma santé et d'autres choses, je suis limité parfois pour certaines choses petit à petit. Évidemment, j'en fais de moins en moins. J'ai 60 ans, je commence à vieillir et à prendre des coups de bâton un peu dans tout dans la santé. Donc voilà, ici, je continue comme je peux de ce point de vue-là. Ce qu'il y a, c'est que je fatigue très vite, mais je trouve que c'est bénéfique quand même. Donc j'ai cette tendresse-là pour les gens, ça c'est en général. Donc j'essaye de la transmettre, quoi. Au-delà de transmettre de la tendresse, Eric prend à bras-le-corps sa mission d'information et de sensibilisation à la réduction de risques. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de comprendre un peu mieux comment et pourquoi les actions de ce service s'articulent autour de la précarité et des assuétudes.